Hey, salut tout le monde, c'est Acis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, quatrième, pardon, vu qu'il y a eu les neutres, review de cartes de Cataclysme. Troisième review de cartes de classe, où aujourd'hui on va s'attarder sur, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, les cartes guerriers et démonistes. On va clore le côté convocation de ces reviews parce que c'est les deux dernières classes qui ont accès aux convocations. Donc je le rappelle, les convocations, j'en ai pas reparlé dans les autres vidéos, mais vous avez un serviteur colossal et la convocation va non seulement améliorer votre serviteur colossal au bout de deux convocations, mais en plus chaque convocation va invoquer un appendice de ce serviteur colossal. J'en parle au fur et à mesure des vidéos, vous le savez, mais et voilà, on a cette 5-4 pour 5 qui a convocation, on a Aile de mort, on a Ultraction. Si vous voulez un peu plus de détails sur ces cartes, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur les cartes de classe, donc qui était la vidéo sur les cartes DK et DH, où j'explique en détail le fonctionnement de ces cartes. Mais voilà, pour ceux qui savent, bonjour à vous déjà. Et ensuite, on va pouvoir tout de suite passer dans la review des cartes de guerriers, d'abord, et ensuite démonistes. Qui sont des classes qui promettent, surtout guerrier démoniste un petit peu moins, mais guerrier, moi, c'est une classe qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup de monde en général. Donc c'est parti. On commence en guerrier avec, comme d'habitude, le colossal, Ragnaros le grand feu. Colossal plus 2, donc il invoque deux mains, la main droite et la main gauche dans la main. Enfin, la main gauche, là, on voit la main gauche, celle qui est à droite, parce qu'il est face à nous, mais dans la main droite, il a un marteau. Voilà, c'est petit design. Les designs sont sympas, les designs des colossaux, vu que c'est censé être 3 artworks pour une seule carte. Alors qu'en fait, c'est 3 cartes. Mais du coup, Ragnaros le grand feu, colossal plus 2, à la fin de votre tour, déclenche l'héralde d'agonie de vos serviteurs. C'est une 8-8 pour 8 élémentaires, évidemment, comme tous les Ragnaros. Et il a comme appendice du coup 2 mains de Ragnaros qui en râle d'agonie inflige 2 points de dégâts à un ennemi aléatoire et c'est une 2-1. Et une fois que vous aurez convoqué 2 fois, ce sera une 4-2 qui infligera 4 points de dégâts en râle d'agonie. Une fois que vous aurez convoqué 4 fois, ce sera une 8-4 qui infligera 8 points de dégâts en râle d'agonie. Autant dire que c'est très fort. Si vous avez convoqué à 100%, vous allez invoquer votre Ragnaros, donc une 8-8, 2 8-4. Et à la fin du tour, ça va envoyer 8 dégâts 2 fois dans vos adversaires, donc ça peut mettre énormément de dégâts, et quand les mains de Ragnaros vont mourir, ça va relancer les 8 dégâts sur chaque adversaire, sachant que, enfin pas sur chaque adversaire, mais sur un des adversaires, sachant que si Ragnaros reste en vie, évidemment, il va continuer d'activer les râles d'agonie. Si vous avez d'autres râles d'agonie qui n'ont rien à voir avec Ragnaros, ça va les activer. Si vous avez déjà un appendice grâce à la convocation sur le board, ça va les activer avec Ragnaros. Donc en fait, vraiment, ça peut être vraiment un énorme finisher très 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 puissant, très difficile à clean parce que une fois que vous allez taper dans une des 8-4, vous allez la tuer, vous allez perdre souvent un de vos serviteurs. Donc c'est vraiment une résilience qui est assez forte et qui est difficile à gérer. Vous êtes obligé de tuer Ragnaros, donc vous avez quand même un sacré board avec lequel interagir. Et sachant que ce board a déjà un peu interagi avec le vôtre. Donc c'est pas de la gestion à proprement parler, parce que vous choisissez pas où ça va taper, mais si vous n'êtes pas trop derrière sur le board, que éventuellement vous avez un peu d'armure, et ces mains de Ragnaros, ce Ragnaros il va souvent pouvoir aller faire des petites gestions qui vont vous permettre de tenir un peu plus longtemps et forcer votre adversaire à réagir. Et mine de rien, il n'y a pas des masses de réponses à ça en fait, parce qu'il n'y a pas des masses de réponses correctes à ça, parce que justement ces mains de Ragnaros elles mettent quand même 8 en mourant. Donc ça fait une carte qui est relativement puissante en fait, c'est un assez bon finisher. On va le voir de toute façon avec les autres cartes convocation, parce que en fait ces petites mains de Ragnaros elles sont très fortes pour la gestion du board, parce qu'elles mettent un petit body, et en plus elles vont chercher souvent une créature, voire des dégâts dans la tête de votre adversaire quand elle meurt. Donc c'est vraiment un mode de jeu très board centré, qui prend le board et gère le board adverse et inflige des dégâts à l'adversaire. C'est un plan de jeu qui fait un petit peu tout. Le problème, c'est quand ça fait un petit peu tout, ça fait un petit peu tout moyennement. Mais là, on a quand même l'impression, vu les cartes convocation, qu'on va quand même avoir quelque chose d'assez sympathique à jouer, qui va pouvoir jouer sur plusieurs plans différents et avoir un gros finisher de Ragnaros qui pourra soit faire de la grosse gestion de board et une grosse reprise de board, ou soit juste aller finir votre adversaire dans la bouche en lui collant 32 points de dégâts, par exemple. Donc, comme première carte de convocation, on a la hache de guerre cataclysmique. Donc on voit la petite référence à la hache de guerre embrasée, c'est une arme 3-2 pour 3, donc c'est une hache de guerre embrasée quand elle s'était fait nerf.
et en cri de guerre qui convoque Ragnaros. Donc c'est une arme que vous allez poser sur le tour 3. Et quand vous allez la poser, elle va vous invoquer une petite 2-1 qui, en râle d'agonie, inflige 2 à un adversaire aléatoire. C'est une arme 3-2, donc c'est jamais mauvais, une arme 3-2, qui a un petit upside. Donc la carte en elle-même n'est pas phénoménale, mais en vrai, ça vous permet de faire des petites gestions, ça vous permet d'invoquer un petit board. Contre du chasseur, je reparle encore de chasseur, contre la 6-6 de chasseur, c'est pas ouf quand même, on est quand même très défavorable parce qu'on n'a pas envie de jouer ça contre une 6-6 en fait, parce qu'on va devoir être obligé de taper 2 fois dedans et la 6-6 va nous taper une fois dans la tête, donc on prend 18 dégâts si on veut gérer ça si on veut gérer la 6-6 avec ça, donc c'est quand même assez faible, mais dans l'ensemble c'est une bonne carte de tempo quoi, c'est vraiment à voir si poser une arme 3-2 pour 3 c'est pas trop faible dans une méta où la tempo est assez massive. Mais sinon, ouais, non, c'est juste une bonne carte. Hein. C'est solide, ça coûte pas cher, ça convoque et ça permet d'aller prendre des petites gestions ou d'aller mettre 6 dégâts face. Hein. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les armes 3-2 parce que ça met 6 dégâts. En fait, je considère ça comme des boules de feu. Donc voilà, franchement, c'est une bonne carte de convocation, une bonne carte de prise de board. Deuxième carte de convocation, c'est la Ravageuse Brûlante qui est une 4-3 pour 3 dragon. Synergie dragon, il y a beaucoup de synergie dragon dans cette extension. Hein, synergie dragon, guerrier a déjà beaucoup de très bonnes synergies dragon. Il y a l'église Drake, il y a la Wyrm, il y a un dragon 4-3 pour 3 qui refresh de mana. Enfin, il y a énormément de bonnes synergies dragon. Donc pourquoi pas peut-être une petite synergie dragon convocation, je sais pas. Moi franchement ça me tente. Du coup la Ravageuse Brûlante, 4-3 pour 3, cri de guerre, convoque Ragnaros et confère ruer aux soldats. C'est encore une fois, c'est vachement bien. Bon, c'est une 4-3 pour 4. Niveau statline, c'est un peu fragile. Mais ça va invoquer une 2-1. Vu que vous avez la curve idéale, c'est Hache de guerre into Ravageuse. Votre Ragnaros, vu que ce sera que la deuxième convocation, vous aurez toujours une petite 1-2, 2-1, pardon. C'est qu'à partir de la troisième convocation que vous allez récupérer sur vos convocations un serviteur amélioré. Donc, ça sur 4, admettons qu'on le curve, c'est une 4-3 qui invoque une 2-1. Qui a rué, qui en râle d'agonie inflige 2 points de dégâts à votre adversaire, à un adversaire, c'est ok. C'est une 4-3 et de la petite gestion. Encore une fois, ça va dépendre de si les decks arrivent à ce tour, au tour 4, à mettre de la grosse gestion et de la grosse tempo, pardon. Et puis si vous avez une arme, ça vous aide à prendre des petits trades. Donc franchement, ça me déplaît pas. Alors il y a aussi la curve idéale de faire pièce arme sur 2, arme sur 3 et ravageuse sur 4. Ou alors, bah non, c'est que ça, c'est ça la curve idéale. Comme ça, vous invoquerez pas non pas une 2-1, mais une 4-2. Et là, une 4-2 qui inflige 4 points de dégâts quand elle meurt. Là, pour le coup, la carte est phénoménale. Si vous arrivez à avoir précisément double H sur 2 et sur 3, il faut la pièce évidemment. Into ravageuse sur 4, c'est très fort. Après, même ravageuse sur 4 et ravageuse sur 5 boostées, ça reste très fort toujours. Donc voilà, au premier stade, et de toute façon, ces cartes convocation, quand elles seront on curve, elles seront toujours au niveau 1. On ne pourra pas faire grand chose autrement. Il n'y a que Voleur qui arrivera en early game à faire des convocations niveau 2, voire niveau 3. Mais voilà, toutes les autres classes font des convocations niveau 1. Et avec une convocation niveau 1, la Ravageuse est une carte ok. L'âge de guerre cataclysmique est une bonne carte. Ravageuse est une carte ok. On n'a pas trop de perte de tempo. Et voilà, vu que le payoff est quand même assez phénoménal, c'est pas grave d'avoir un peu de perte de tempo. Faudra juste faire attention à certains decks qui ont vraiment une tempo massive sur leur lit, notamment l'éternel chasseur, hein, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais voilà. En soi, bonne carte, bonne synergie de cartes, les trois vont bien ensemble. Ça rentre très très bien dans un archétype dragon, hein, parce que bah, voilà, c'est un dragon. Et ça met du board, ça met des dégâts. Donc franchement très enthousiaste à l'idée de jouer ça. Parce que je pense que ce sera bien. Ce sera un deck qui sera un ok tiers. Peut-être pas tiers 1, mais un bon tiers 2. Un bon tiers 2 de tempo. Ensuite, on va rentrer dans un archétype un peu différent. L'archétype feu, sort de feu. Qui est un peu poussé par cette extension en guerrier, parce qu'on a deux nouveaux très bons sorts de feu qui synergisent très bien avec ce très bon lieu, et on a toujours Suffusion d'ombre flamme qui est un excellent sort de feu, hein. Donc je parlais de dragon à Ragnaros, mais peut-être aussi on aura un archétype un peu dragon feu, pourquoi pas, ce qui serait limite mieux peut-être que Dragon Ragnaros, où on mettrait un peu Ragnaros sur le côté, ou un côté Ragnaros feu, ou Ragnaros Dragon feu. Bon, après ça commence à faire un peu lourd. Mais donc ce volcan en éruption, qui est un lieu qui coûte 3 mana et qui a 3 utilisations, qui nous dit en effet, inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre les adversaires, donc c'est faible. Si vous avez joué un sort de feu pendant ce tour, on inflige 3 de plus. Donc en gros, si vous avez joué un sort de feu pendant ce tour, vous infligerez 6.
Ce qui est fort, infliger 6 pour 0 une fois que le volcan est posé. Vous avez 3 slots en plus. Bon, il ne se réouvre pas malheureusement. C'est pas comme le lieu Chevalier de la Mort, la ligne d'horizon, pardon, qui infligeait 3 et qui se réouvrait à chaque fois qu'un serviteur allié était mort. Donc là, on a un bon sort, un bon lieu qui permet de mettre du petit burst. Bon, ça vise pas que les créatures, donc c'est pas un bon outil de gestion. Mais voilà, dans un plan de jeu un petit peu agressif, ça ira souvent clear quelque chose, parce que c'est un effet projectile des arcanes. C'est pas plus mal si on arrive, bien entendu, à jouer des sorts de feu. Et pour jouer des sorts de feu, qu'est-ce qu'on a ? On a le flambeau, qui est un sort de feu pour 1, qui va infliger 8 points de dégâts à un serviteur blessé, allié ou adverse, peu importe. Et ce sort revient dans notre main avec l'excédent de dégâts. Et c'est infini. C'est-à-dire que vous le jouez, vous infligez 1 point de dégâts, il revient avec 7 dégâts. Ensuite, vous infligez 2 points de dégâts, il revient avec 5. Hein, vous pouvez lancer au maximum, théoriquement, 8 flambeaux différents si à chaque fois il n'inflige qu'un seul point de dégâts. L'idée évidemment c'est de faire des petites gestions. Vu que c'est un serviteur blessé, vous aurez souvent 3 utilisations, très souvent 3 utilisations. Donc souvent juste le flambeau suffira à activer votre volcan en éruption plusieurs fois. Bon, sauf si vous avez besoin d'utiliser le flambeau avant pour autre chose et tout. Ou entre les utilisations, ça peut arriver, mais voilà, sinon un flambeau suffira pour votre volcan. En plus, c'est assez synergique parce que le flambeau il est synergique avec lui-même, vu qu'il inflige des dégâts à un serviteur blessé. Souvent, le serviteur blessé il sera pas full vie, et souvent, un serviteur blessé ça a pas 5 PV, surtout dans l'early. Un serviteur blessé ça a 2-3 PV en général, donc vous aurez souvent 3 utilisations pour ce sort. Bon, la dernière utilisation se mettra rarement très bien, mais bon, ça vous aidera, hein, ça vous aidera souvent. C'est évidemment un sort qui est fait pour finish les cibles, hein. C'est pas fait pour les entamer, parce qu'évidemment il peut attaquer que des serviteurs blessés. Donc ça peut bien marcher encore une fois avec du Ragnaros, parce que Ragnaros ça invoque des petites créas. Ça peut marcher aussi avec Guerrier Dragon. Guerrier Dragon invoque des petites créas. Guerrier Dragon a toujours le lieu à 1 qui inflige un point de dégâts à un serviteur et donne plus de d'attaque, donc c'est très synergique avec ça. Un guerrier dragon lieu éventuellement. Bon, on n'a plus le géant qui se réduit avec les lieux, mais pourquoi pas. Du coup, ouais, très bonne synergie avec le volcan. En plus, ça va détruire un serviteur. Donc, le volcan ira face. Vu que ça va détruire un serviteur, le volcan ira face. Donc, franchement, c'est une synergie assez sympa. Ça doit être assez plaisant à jouer. On peut faire de la gestion et mettre des petits dégâts en même temps. Ça doit être très très plaisant à jouer. Un peu comme la ligne d'horizon, sauf que la ligne d'horizon c'était un petit peu fort. Et là, je pense qu'on a un truc un peu plus balance parce qu'on peut l'activer qu'une fois par tour. Du coup, on n'abuse pas avec. On gratte notre adversaire petit à petit, mais on va pas abuser à faire un gros tour à 15 dégâts, ce qui pouvait arriver avec la ligne d'horizon. Ensuite, fissure torride, un sort de feu pour 2 mana qui inflige 1 point de dégâts à chaque serviteur et donne plus 3 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Encore une fois, on a un sort de feu déjà, donc c'est fort avec le volcan en éruption. Mais surtout, on a une synergie avec le flambeau parce que on blesse les serviteurs. On donne plus 3 d'attaque au héros, donc on peut aller chercher des petits dégâts, du petit burst, parfois aller chercher à tuer un serviteur supplémentaire. Et voilà, on blesse les serviteurs adverses, on blesse les nôtres. Donc on a toujours peut-être un guerrier blessure qui pourrait être joué. Parce qu'on a toujours des cartes qui se buffent quand elles se blessent. Hein. À chaque extension, il nous ramène 1 ou 2 cartes de guerrier blessure. Donc à un moment, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, on a toujours gros mâche en jeu en plus. Bon, ça combo pas très bien avec gros mâche, mais gros mâche dans un guerrier blessure, ça peut agir en tant que finisher. Hein. Avec le lieu à 1 par exemple, ça inflige 12 points de dégâts. Donc non, franchement, la carte est ok. Hein. Et si en plus dans la méta, il y a pas mal de decks qui jouent du Swarm avec du token, on a vu, il y a Paladin qui voudra peut-être jouer du token, il y a Druid qui voudra peut-être jouer du token, et ça c'est pas mal contre le token, donc franchement j'aime bien la carte. En plus avec un petit peu de spell damage, elle inflige 2, donc ce sera pas le point fort, hein, mais pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. En plus, cette carte synergise avec la carte suivante, le Brasier Destructeur, qui est une 3-3 pour 5 élémentaires, donc mauvaise statline. Une fois que ce serviteur a survécu aux dégâts subis, invoque un Brasier Destructeur, et le Brasier Destructeur a en râle d'agonie, inflige 2 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. C'est Grim Patron, avec un râle d'agonie qui est plus... Donc c'est un meilleur Grim Patron en réalité. Bon, après Grim Patron c'était une époque où on pouvait OTK, mais c'est un Grim Patron qui a un râle d'agonie, inflige 2 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit ah tiens, ça marche bien avec la fissure, mais je me suis surtout dit ah tiens, ça marche bien avec Shelnado, Tornade de Carapace.
Tornade de Carapace qui, je le rappelle, dépense 1 point d'armure et inflige 1 point de dégâts et recommence 5 fois. Donc vous avez dépensé 5 d'armure et infligé 5 points de dégâts. Et c'est 5 effets tourbillon, hein, c'est pas 5 points de dégâts d'un coup. Ça veut dire que premier effet tourbillon, vous invoquez un brasier destructeur. Deuxième effet tourbillon, vous invoquez 2 brasiers destructeurs avec chacun des brasiers destructeurs qui sont en vie. Troisième effet tourbillon, vous perdez un des brasiers destructeurs et vous en invoquez 3. Quatrième effet tourbillon, vous en perdez 2 et vous en invoquez encore 2. Et cinquième effet tourbillon, vous en reperdez 2 et vous en invoquez encore 2. Donc en fait, vous mettez une quantité de dégâts phénoménale. J'ai pas calculé, je vous avoue, les dégâts, combien on en met exactement. Je vais calculer. Donc je viens d'aller faire mes petits calculs et alors si j'ai bien compris comment fonctionne le brasier destructeur, après avoir fait brasier destructeur et Shell Nado, donc pour 9 mana et 5 d'armure, vous allez avoir un full board de brasier destructeur, donc qui auront des PV variables entre 1 et 3, et vous allez infliger 8 points de dégâts, voilà, depuis vos brasiers destructeurs, 1 sur le troisième tourbillon, 1 sur le quatrième et 2 sur le cinquième. Donc voilà, vous mettez 8 points de dégâts et un full board de créa qui inflige 2 points de dégâts au héros adverse, donc en tout 14 points de dégâts, hein, s'ils meurent tous. Donc voilà, ça peut être ok. Ça marche bien dans du blessure. Hein. Au tour 5, vous pouvez tout à fait le claquer. Par exemple, si vous avez l'arme à 3 qui inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs après avoir attaqué. Si vous avez un lieu, par exemple. Ça peut tout à fait bien marcher dans un deck guerrier blessure, du coup. C'est pas du dragon, hein, c'est pas un dragon, donc ça marchera pas dans un guerrier dragon, mais dans un guerrier blessure, pourquoi pas. Donc franchement, non, à tester. Je sais pas si ce sera broken. Je pense que guerrier blessure, ce sera jamais très très fort. Mais voilà, dans une méta où il n'y a pas trop d'AOE, et où en plus les AOE sont pas trop designés pour gérer ça, on a une AOE en guerrier qu'on va voir après, une AOE et l'AOE du DK hein, qui sont designés pour gérer ça, mais par exemple, et l'AOE du démo aussi. Ouais, les 3 nouvelles AOE sont designées quand même pour gérer ça, mais sinon voilà, si vous n'êtes pas contre une de ces classes, bah, ils peuvent avoir du mal à gérer tout ça en fait, tout simplement. Et à gérer des brasiers destructeurs qui arrivent encore et encore et encore, donc franchement, moi j'aime beaucoup la carte, je la trouve assez intéressante. Pas forcément broken, mais très intéressante et je la testerai. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, bah, j'en parle de la AOE du Warrior, Décimation pour 6 mana, un sort de feu. Alors bon, je l'ai pas mis trop dans les synergies avec le volcan parce que c'est quand même assez cher, mais ça peut marcher aussi. Hein. Par exemple, le volcan, vous le jouez sur 3, vous l'activez sur 3, vous le réactivez sur 5 et vous le réactivez sur 7. Donc vous pourrez faire une décimation dans le tour pour infliger 6 points de dégâts face. Ou alors, vous le posez, vous l'activez pas sur 3 parce que vous n'avez pas joué de sort de feu. Sur 4, vous jouez un sort de feu, vous l'activez. Sur 5, il dort. Et sur 6, il se réouvre. Et vous pourrez le jouer sur 6 directement avec la décimation, qui est du coup un sort de 6 qui inflige 1 point de dégâts à chaque serviteur, s'améliore pour chaque serviteur sur le plateau. A noter que ça s'améliore pour chaque serviteur sur le plateau, donc ça n'inflige pas 1 point de dégâts par serviteur sur le plateau, ça inflige 1 point de dégâts plus 1 point de dégâts par serviteur sur le plateau. S'il y a 5 serviteurs sur le plateau, ça infligera 6. Ça c'est important de le noter parce que ça change quand même pas mal la donne. Donc en gros, c'est vraiment designé anti-colossal, hein. Ça ira souvent gérer les colossos, ça ira souvent gérer les gros boards. C'est une très bonne AOE, hein. C'est un gros dégât. Ça synergise un peu du coup avec le lieu, comme on l'a dit avant, pour soit aller finir les cibles qui sont pas mortes, parce que bah, du coup vous aurez 6 points de dégâts qui iront répartis entre les adversaires, ou soit juste aller mettre 6 dégâts face pour mettre la pression sur les PV de l'adversaire, qui peut être très cool, surtout dans une méta où il n'y aura plus de Ziliac, il n'y aura plus trop de remontées en PV, donc ce sera très cool hein, de pouvoir envoyer des petits 6 points de dégâts dans la tête par-ci par-là. Ça permettra, voilà, encore une fois, ce guerrier pourra peut-être jouer sur 2 terrains, un peu le contrôle et aussi les dégâts face. Parce qu'on a ça en fait, hein. Autant Décimation que Flambeau que Fissure Torride, c'est des cartes qui, bah, mine de rien, infligent des dégâts à des serviteurs, donc c'est un peu de la gestion. Et derrière, on a le volcan en éruption qui permettra en plus de cette gestion d'aller envoyer des grosses tartines dans la tête. Et franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette AOE, hein. Ça va dépendre aussi de la méta. Hein. Si la méta s'est posé un gros ton, bah écoute, Décimation sera pas très fort. On préférera mettre des Shield Slam ou des Flambeaux. Mais si la méta c'est mettre des boards larges, bah franchement, Décimation c'est broken, hein. C'est vraiment une super carte. Et c'est une AO qui est sympa, et c'est une AO qui est pas RNG comme Brawl. Brawl c'est vraiment une carte chiante. Ça c'est vraiment une AO, ça fait ce qui est dit sur la carte quoi. Donc non franchement j'aime beaucoup la carte. Je pense qu'elle sera bien jouée. Je pense même dans les decks pas forcément très contrôle, elle sera très jouée. Et évidemment dans Guerrier Quête, elle sera évidemment auto-include. Barreau d'honneur de Logosh, confère à un serviteur, Aldagonia invoque un serviteur aléatoire de votre main. Ouais, un big war, pourquoi pas, éventuellement. On a une 13-13 hein, rush ou 12-12 rush, il me semble, donc pourquoi pas. Il faut avoir vraiment un pool de créatures très réduit. Et le problème, c'est que si on a un pool de créatures très réduit et que nos créatures coûtent cher,
bah, le barreau d'honneur de l'eau gauche, il coûte quand même 5, quoi. Donc ça va être dur de poser une créature qui coûte cher. Donc déjà, ça fait attendre très longtemps. Et ensuite, on met le barreau d'honneur qui coûte 5. Et après, il faut que la créa meure. Donc c'est super lent. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des petites créas pas chères. Donc des sorts, notamment, qui invoquent des créas. Je sais pas si on a des sorts en guerrier qui invoquent des créas. Je crois pas. Ou alors, il faut quelques très petites créatures très faciles à balancer que vous ne garderez jamais en main. Et quelques gros tons. Pour que vous mettiez le barreau d'honneur sur vos petites créatures et derrière vous sortez votre gros ton qui sera invoqué avec le barreau d'honneur. Pourquoi pas, ça peut se tenter, ça peut se tester, voilà, avec d'un côté une curve de créatures très très basse, des créatures à 1-2 max, et de l'autre côté une curve de créatures très très haute ou avec des créatures qui ont des effets très intéressants. Ça marche notamment avec Ragnaros, hein, mais le problème c'est que Ragnaros, il vous force à jouer les Ravageuses, et Ravageuses c'est très nul, ça vous oblige à les jouer avant, et du coup ça fait que vous devez, si vous avez Ravageuse en main, vous devez absolument jouer Ravageuse sur 3, sur 4, et qu'elle survive pour que vous puissiez faire le barreau d'honneur sur 5 et invoquer Ragnaros tout de suite, sachant que après on peut faire un archétype avec beaucoup de sorts, hein, vu qu'on a déjà 6 sorts, hein, qu'on pourra mettre dedans, plus de lieux. Pourquoi pas essayer un truc un peu comme ça, big, avec très peu de créatures. Je veux bien tester, même si je pense pas que la carte soit très forte de manière générale. Et enfin, on a le commandant Guédon qui n'est plus baron. Désormais, il est commandant, une 7-7 pour 7 élémentaires qui a pour cri de guerre. À chaque tour, au lieu de piocher, vous découvrez une carte de votre deck. Elle coûte 3 cristaux de moins. Hein, c'est 3 cristaux de moins, hein, c'est juste la traduction qui est aux fraises. Et détruit les 2 autres choix. Donc en anglais, c'est 3 cristaux de moins. Après, peut-être qu'en anglais, ils se sont trompés aussi et que c'est vraiment 3 cristaux. Et en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un effet permanent. Hein. À partir du moment où vous jouez Commandant Guédon, à chaque tour jusqu'à la fin de la partie, vous piocherez une carte, la réduirez de 3. Vous découvrirez une carte, la réduirez de 3 et détruirez les 2 autres. Bon, alors c'est cher hein, quand même, c'est une 7-7 pour 7. C'est dur à poser, c'est un élémentaire, donc il n'y a pas, des masses de synergie, de moyens de le réduire. Et l'effet est très cool. Parce que déjà, il filtre énormément le deck. À partir du moment où vous le jouez, dites-vous que dans les 3-4 prochains tours, vous allez avoir les 3-4 cartes que vous voulez. Et donc vous allez souvent réussir à tuer votre adversaire très vite. C'est fort sur des Ragnaros, c'est fort sur des trucs comme ça. La carte coûte moins cher. Donc en fait c'est bien, le problème c'est que c'est une 7-7 pour 7 quoi. Et 7-7 pour 7 dans une méta tempo c'est trop difficile. Hein. Vous ne posez pas une 7-7 sur 7. On regarde les decks tempo d'aujourd'hui, hein. Vous posez pas une 7-7 sur 7 qui fait rien contre un guerrier dragon. Donc ouais franchement la carte elle me paraît un petit peu douteuse. Mais elle est fun, et peut-être dans un guerrier contrôle, ça peut être très fort, dans un guerrier quête, hein, pour aller chercher le kill, parce que tout simplement, vous faites votre Latorvius, et derrière, si vous arrivez à le setup sur 7, si vous arrivez à setup le commandant Guédon assez tôt, vous pouvez tout à fait faire Latorvius et aller chercher le Time Warp, vous cassez Barnabus et le portail du Nether, et puis voilà, ça va devenir très facile d'aller chercher vos ressources, donc pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Évidemment, dans un deck un peu aggro tempo, c'est injouable. Hein. Au-delà du fait que vous n'aurez pas le temps de la poser, vous n'avez pas envie de la poser, vous préférez juste mettre de la pression sur le tour 7. Utilisez vos 7 mana pour mettre de la pression. Mais sinon, ouais, la carte, pourquoi pas en guerrier contrôle. Je pense que c'est un peu lent. J'allais dire en tour 7 pour activer Elise vu qu'on perd Marin, mais est-ce qu'on a envie de jouer Elise? C'est possible qu'on ait envie de jouer Elise pour un lieu à 5 qui fait un peu d'armure et qui découvre un petit sort. Pourquoi pas. Est-ce que guerrier fait beaucoup mieux sur le tour 4 et sur le tour 5? Je sais pas. Donc on verra. We'll see. Un petit guerrier dragon un petit guerrier contrôle un peu revisité. De toute façon, vu qu'on aura plus de rampe, donc on sera obligé de jouer Isera. Pourquoi pas. La carte est pas broken, mais la carte est pas très forte, même à mon avis, mais je serais content de l'avoir joué. Et on passe à Démoniste, en commençant par le Colosse, qui est Shogal le génie. Alors, vous voyez, il y a le bras de Gal, et à gauche, il y aura le bras de Sho, évidemment. Shogal le génie qui a une 6-6 pour 9, colossal plus 2. Vos armes et vos soldats détruisent les serviteurs dans le deck adverse à la place. Bon là on est servi hein, sur les erreurs de traduction. Beaucoup de gens se sont plaints dessus donc je vais pas rajouter ma pierre à l'édifice. Hein, ils se sont plaints à raison. Vos armes en fait c'est arms, c'est les bras en anglais. Et vos soldats, du coup soldats c'est, je le rappelle, quand vous invoquez un appendice d'un colossal via une convocation, ça n'invoque pas un bras, ça invoque un soldat. Sinon, c'est bizarre d'invoquer un bras. Mais du coup, vos bras et vos soldats détruisent les serviteurs dans le deck adverse à la place. Pourquoi ce texte dit ça? Parce que, en fait, le
le texte du bras et du soldat, c'est du coup une 1-1 qui à la fin de votre tour détruit le serviteur à la droite de celui-ci pour gagner +2/+2. Et si vous convoquez 2 fois, c'est une 2-2 qui gagne +4/+4. Encore une fois, c'est une 4-4 qui gagne +8/+8. Donc une 12-12. Et quand vous jouez Shogal, ça ne va plus casser le serviteur à droite. Ça va aller chercher des serviteurs dans le deck de votre adversaire. Et ça va, si vous êtes convoqué au max, vous allez tuer 2 serviteurs dans le deck de votre adversaire. Vous allez faire une 6-6 et 2-12-12. Shogal, je trouve ça très nul. S'il est convoqué au max, ça peut marcher. Et vous le verrez, on a pas mal de moyens de convoquer. On a plus de moyens de convoquer Shogal que de convoquer les autres colossaux. On a théoriquement 2 convocations de plus dans le deck. Mais c'est tour 9 et ça ne fait rien, quoi. Ça va manger des serviteurs dans le deck de votre adversaire. Si ça allait manger des serviteurs adverses aléatoires, ce serait bien. Mais dans le deck de l'adversaire, je trouve que c'est tellement faible. Genre, votre adversaire sait que vous avez Shogal, mais il va jamais vous laisser le poser sur 9 sans problème. Parce qu'évidemment, si vous avez le temps de le poser, vous avez une 6-6 et 2-12-12. Et en plus, vous avez de la disrupt qui est nulle, hein. Honnêtement, aller chercher des serviteurs dans le deck adverse, c'est nul, ça disrupte pas grand chose, surtout dans une méta tempo. Je dis tout le temps ça, hein, mais vu qu'on se dirige vers une méta tempo, c'est encore plus stupide. Même dans les decks genre guerrier quête, bon oui, vous pourrez manger le Murozon s'il l'a pas pioché au tour 9, mais souvent il l'aura pioché au tour 9. Parce que vous mangez même pas le Time Warp. Hein. Après avoir joué la Torvus, vous avez pas envie de jouer Shogal parce que vous allez juste filtrer son deck. Mais non, ouais, Shogal est vraiment très très faible, je pense, en termes de colossal. Ce qui va être fort, c'est les soldats, en fait, quand vous allez les invoquer via la convocation. Parce que déjà, ça va faire du petit board. Et surtout, vous allez pouvoir casser des petits œufs. On a parlé d'un œuf neutre 0-2 pour 1. On en a parlé dans la première vidéo. Qui synergise très bien, notamment avec le disciple Ligue d'Ombre. Qui, cri de guerre, convoque Shogal, râle d'agonie, rend 3 PV à votre héros ou héroïne. Donc déjà, c'est du petit soin, donc pourquoi pas. Ça rentre dans un archétype un peu Shogal contrôle. Mais en cri de guerre, il convoque Shogal. Donc si vous faites votre petit œuf 0-2 sur le tour 1, vous faites disciple Ligue d'Ombre sur 2, donc l'œuf aura pris +1/+1, enfin la wisp, la whelp dans l'œuf aura pris +1/+1. Vous jouez votre disciple, vous invoquez une petite 1-1 qui va casser votre œuf, elle va devenir 3-3, du coup la 1-1, et ça va invoquer une 3-3. Donc au tour 2, vous aurez 2-3-3 et une 2-1. Vous ne pourrez pas attaquer avec tout ça, mais vous aurez 2-3-3 et une 2-1, et une des 2-3-3 qui pourra toujours scale et toujours casser des œufs. Donc en vrai, ça peut être fort. La sortie tempo idéale, avec juste ces 2 cartes, elle peut être très forte. Le problème, c'est que derrière, le râle d'agonie du disciple, il synergise pas avec de la tempo, quoi. Donc on a un peu un truc entre deux. Si c'était un petit râle d'agonie, pioche une carte et subit 2 dégâts, ce serait ok. Mais bon, là, ça vous soigne. Donc je sais pas. En fait, ça synergise pas très bien avec ce que ça peut faire. Et du coup, le texte de la carte nous invite et à faire de la grosse tempo et à faire du contrôle. Donc je sais pas trop comment voir les choses. Dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise carte, mais voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'est de la convocation pour 2, c'est toujours fort. Après, comme on l'a vu, on n'a pas envie de convoquer Shogal, on a envie d'invoquer les petits appendices de convocation. C'est bien aussi avec l'œuf de Kélos. Après, est-ce qu'avec l'œuf de Kélos c'est si fort? Je sais pas, est-ce qu'on arrivera à faire un œuf de Kélos assez tôt, sachant qu'on perd Festin de Diablotin. On garde Conflagration, on garde Drain Soul, donc œuf de Kélos sera tout à fait jouable, hein. Je pense que le druide œuf sera un bon druide, mais est-ce qu'on. Pardon, le démo œuf sera un bon démo, mais bon, est-ce qu'on aura envie de caler Shogal? Est-ce que ça va pas faire un peu lourd? Je sais pas, ça se tentera. Beaucoup de gens vont le tenter, hein. C'est évident que les gens vont tenter ça. C'est comme ça, à mon avis, que les cartes ont été pensées. Donc on verra. Deuxième carte de convocation, le Sanctuaire du Crépuscule, lieu à 4 qui a 2 utilisations. Et quand vous appuyez dessus, il convoque Shogal et vous piochez une carte. Ensuite, vous attendez un tour, il se réouvre comme tous les lieux. Piocher une carte pour 4, c'est horrible. L'avantage, c'est que ça convoque, donc ça invoque une petite créa et ça convoque 2 fois surtout, donc ça invoque 2 petites créas et souvent la deuxième elle sera plus grosse parce que si vous trouvez un Sanctuaire du Crépuscule et un disciple ou un Sanctuaire du Crépuscule et la 5-4, vous allez le deuxième Sanctuaire invoquera une 2-2 qui se buffera de +4/+4, donc le deuxième Sanctuaire théoriquement invoquera une 6-6. Vous pouvez le curver avec un œuf de Kélos, vous faites œuf sur 3 ou avec n'importe quel œuf, hein, œuf sur 3 et Sanctuaire sur 4, et du coup vous aurez une petite 3-3 et vous pourrez casser votre œuf. Donc ça se met pas trop mal à ce niveau-là. Et vous piochez une carte, le problème c'est que ça coûte 4 quoi. Et encore une fois, je me répète, hein, je suis désolé, mais dans une méta tempo, vous posez pas ça sur 4. Hein. Vous n'avez pas le temps de poser ça sur 4. Ou alors il faut que vous ayez d'autres outils de gestion qui sont excellents.
Et on en a parlé, on a Conflag qui pour 1 mana va faire une belle gestion, on a des Drain Soul, on a des petits trucs qui certes, on a envie de les claquer sur notre œuvre de Kelos, mais on peut aussi les claquer sur les serviteurs adverses, vu que avec cette convocation, on a quand même beaucoup de ressources pour aller casser notre œuvre. Donc en vrai, ça c'est pas trop mal, c'est pas une trop mauvaise carte, je pense pas que ce soit très fort, et encore une fois, un lieu à 4 qui pioche, ça veut vraiment nous orienter vers du contrôle comme le disciple de la Ligue d'Ombre. Mais le problème, c'est que, en fait, avec cet effet, avec ce bras de Shogal, j'ai pas envie de contrôler, quoi. J'ai envie de. Je casse mon board, donc c'est pas du contrôle que je veux faire, c'est de la tempo ou de l'agression, tu vois. Donc c'est pour ça. En fait, on nous imprime un set de cartes qui nous oriente vers du contrôle avec un payoff qui a l'air de tout sauf du contrôle, en fait. Donc c'est trop bizarre. Enfin, le payoff a l'air du contrôle, mais l'appendice, ce qui va structurer toute notre partie, c'est pas du contrôle. Donc c'est un petit peu bizarre. Et vous allez voir par la suite, on a encore plus de cartes de contrôle. Notamment les chaînes maudites, qui, alors là pour le coup, c'est du contrôle qui synergise très bien avec les bras de Shogal. Avec les soldats de Shogal, qui est un sort d'ombre à 2, qui dit que vous prenez le contrôle d'un serviteur adverse jusqu'à la fin de son tour, donc le tour de votre adversaire, c'est-à-dire qu'il ne l'aura pas. Il ne peut pas attaquer pendant ce tour, évidemment, sinon ce serait trop fort, ce serait une amulette d'escrocard, en plus forte en fait qu'une amulette d'escrocard. Donc vous volez un serviteur, pendant le tour de votre adversaire, le serviteur est à vous, et à la fin de son tour à lui, il revient chez lui, ce qui veut dire qu'il pourra attaquer au tour d'après. Évidemment, le but, c'est de ne pas lui laisser le serviteur. Donc soit vous avez une petite convocation et vous pouvez le tuer immédiatement, ou soit c'est par exemple un serviteur avec provocation et votre adversaire sera obligé de taper dedans, ce qui peut être très cool, hein, ça peut être très cool. Comme ça, il pourra juste soit il attaque pas, ou soit il tue son propre serviteur en empalant ses serviteurs, et c'est un peu marrant, ça donne lieu à des situations assez sympathiques. Ou soit juste vous le mangez et vous buffez un de vos tentacules, ce qui est, de vos soldats de Shogal, ce qui est tout à fait correct aussi. Après, vous pouvez aussi voler des râles d'agonie, des trucs comme ça, et ça peut être très fort. Genre, si vous volez un appendice de Ragnaros, par exemple, ça peut être marrant. Parce que vous pouvez. On pourra sûrement trouver des kills un peu sympas à base d'appendices de Ragnaros si on arrive à mettre de la tempo. Mais donc voilà, cette carte, pourquoi pas. Ça s'oriente un peu vers du contrôle. Ça peut marcher aussi vers de l'aggro, hein, parce que ça reste un removal. Donc pour un deck tempo, ça peut bien marcher, hein. Votre adversaire fait un gros taunt, paf, vous le chopez, et vous pouvez aller mettre des dégâts face. Et en plus, à la fin du tour, vous le tuez, donc c'est quand même vachement bien. Mais voilà, sinon, la carte, c'est vraiment juste une très bonne carte, hein. Et même sans Shogal, elle pourra être jouée, à mon avis. C'est un gel. Sans Shogal, c'est un gel. Et ça a le upside de, si il y a un taunt, et votre adversaire sera obligé de taper dedans. Donc très cool comme carte. Là, on va s'orienter vers un package un peu différent. Un package défausse. Donc dans cette extension, ils ont envie de nous remettre un peu au goût du jour la défausse. Je vous rappelle, dans la première vidéo, quand on a analysé les cartes neutres, on a vu une carte qui pour 3 mana était une 3-4, qui vous permettait de choisir une carte dans votre main pour la défausser, et quand ce serviteur mourait, la carte était redonnée dans votre main pour un cristal de moins. Donc là on a typiquement, c'est une synergie défausse, une très bonne synergie défausse. Choisir une carte à se défausser dans la main, c'est très bien, parce que vous pouvez défausser les cartes que vous avez envie de défausser, et vous allez voir, on a une carte qui synergise bien avec ça. Et donc Maloriac, qui est pour moi la légendaire, mais la pire carte de défausse du set. Quand vous défaussez d'un serviteur, on invoque une copie. Donc l'idée c'est que vous jouez un Maloriac, et à chaque fois que vous allez vous défausser d'un serviteur, à partir du moment où vous avez Maloriac, vous allez invoquer une copie de ce serviteur. C'est très nul dans le sens où ça coûte 7, quoi, et qu'après pour vous défausser des cartes, les cartes les moins chères qui défaussent, c'est des cartes qui coûtent 3. Donc c'est-à-dire qu'il faut au moins être autour 10. Vous invoquez une 7-7, une 3-4 et un serviteur de votre main, quoi. Donc c'est un tour 10, vous faites un board sur 10, quoi. C'est un peu dommage d'avoir autant de cartes mortes dans votre main. En plus c'est une 7-7, bon c'est un dragon, je pense pas que... Si on peut la scinder éventuellement, mais vu qu'on joue beaucoup de serviteurs, on jouera pas de cartes qui scindent. Donc non, c'est nul, c'est très nul. C'est absolument injouable, hein. Même à découvrir, on n'aimera pas la découvrir. Occultiste oculaire. C'est un démon 3-6 pour 6 qui a provocation. 3-6 pour 3, pardon, j'ai dit 3-6 pour 6. Donc c'est une très bonne statline, 3-6 pour 3. En cri de guerre, vous choisissez une carte dans votre main dont vous vous défaussez. Donc soit vous vous défaussez d'une carte que vous ne voulez pas, ou soit vous vous défaussez d'une carte que vous voulez défausser, on va en voir. Et c'est une petite 3-6 pour 3. Bon, vous le voyez venir, vous savez de qui je vais parler. Je vais parler de Chasseur et de sa 6-6 pour 3, qui est
extrêmement forte contre cette 3-6. Hein. Si c'était une 2-7, ce serait meilleur, parce que ça permettrait d'aller contest 7-6-6. Donc c'est vachement faible. Et vous défaussez d'une carte. Donc ok, le downside n'est pas insane. Le downside n'est pas un problème. Et en plus, il y a une carte que vous avez envie de défausser. Mais bon, si vous n'avez pas cette carte précisément, ça reste un downside hein, de perdre une carte de sa main. Donc bon, une 3-6 avec un downside, c'est un peu nul quoi. Mais, même sans parler de chasseur, c'est pas hyper fort de poser une 3-6 pour 3. C'est pas de la tempo de malade. Cela dit, si vous avez Acolyte remplaçable dans la main, Acolyte remplaçable est une carte qui dit que quand vous jouez ce sort ou que vous vous en défaussez, invoque 2 serviteurs aléatoires coûtant 1 cristal. Vous voyez donc la curve, Occultiste oculaire, into Acolyte remplaçable, ce qui veut dire que vous avez une 3-6 et 2 T1 sur le board. Évidemment, Acolyte remplaçable est une carte que vous ne voulez pas jouer. Hein. On a une carte en voleur qui s'appelle Flashback, qui invoque 2 T1 et qui les booste en combo. Et ça, c'est fort. Pourquoi c'est fort? Parce que déjà, c'est un sort à 2 en voleur, donc c'est forcément 20% plus fort qu'un sort à 2 dans n'importe quelle autre classe. Et surtout, c'est ça, une synergie combo qui fait que ça donne de l'attaque et ça met énormément de tempo. Donc c'est un bon sort. Acolyte remplaçable est un très mauvais sort. Il n'a d'intérêt que lorsqu'il est défaussé. Donc il faut avoir la très bonne curve avec l'occultiste oculaire et l'acolyte remplaçable. En réalité, vous avez l'autre T3 dont je vous ai parlé qui vous défausse une carte de votre main et qui choisit encore. Vous avez 2 cartes pour choisir une défausse. Donc c'est fort. Mais tant qu'il n'y aura pas au moins une autre carte qui s'active quand vous la défaussez, pour moi, l'archétype défausse, tel qu'il est, n'est pas bon, n'est pas jouable. Pour couronner un peu le tout de cet archétype défausse, on a le Duc d'en bas qui est une 2-2 ruée pour 4 et qui a +2/+2 pour chacune des cartes que vous avez défaussées pendant cette partie. Bah, encore une fois, c'est pas très fort. Déjà, il faut que l'archétype défausse fonctionne. Hein. Ça ne rendra pas l'archétype défausse fort. Ça l'améliorera légèrement une fois qu'il sera déjà fort. Hein. Duc d'en bas ne sera pas un enabler. Ne sera pas un activateur de l'archétype défausse. Il n'en sera que la cerise sur le gâteau. Donc ça n'est pas jouable pour le moment. Tant qu'on voit pas d'autres cartes, ça n'est pas jouable. Vous ne pourrez jamais le curver sur 3, sur 4, hein, parce que vous défausserez une carte sur 3, et du coup sur 4 ce sera une 4-4 rush, donc c'est ok, mais vous jouez pas une 4-4 rush quoi. Il est fort sur 4 à partir du moment où il est 6-6, et même sur le tour 5, une 6-6 rush c'est pas si fort. Donc voilà, sur le tour 5 il faut qu'il soit 8-8 et sur le tour 6 il faudrait qu'il soit 10-10. Enfin voilà, en fait il arrivera toujours un tour trop tard, à moins que vous ayez la pièce et que vous ayez des curves parfaites, mais bon on peut pas juger la puissance d'un archétype sur la curve parfaite avec la pièce. Donc non, le Duc d'en bas n'est pas une bonne carte et il ne rend pas l'archétype fort. Et c'est tout pour cet archétype défausse hein, qui est malheureusement est bien tristoun. Alors je vous rappelle du coup en plus de la 3-4 dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on a une 2-2 il me semble pour 3 qui défausse une carte à vous et à votre adversaire et qui a rewind. Donc ça peut être pas trop mal. Le problème c'est que voilà, il n'y a qu'une carte qu'on a envie de défausser quoi, vraiment. Toutes les autres cartes, bah, ça nous fait chier un peu de les défausser. Parce que ça reste, défausser une carte ça reste un downside, même si on l'a choisi, même si on a un rewind ça reste un downside. Et on a aussi le Doomguard qui défausse des cartes, mais encore une fois, Doomguard c'est injouable, hein, la 5-7 pour 5 charges qui vous défausse 2 cartes en cri de guerre. Donc voilà, rien à dire de plus, l'archétype est mauvais, il manque au moins une bonne carte à défausser et un bon payoff sur les défausses. Parce que là on a un très mauvais payoff, un mauvais payoff et une carte à défausser, donc c'est nul. Il faut au moins 1 ou 2 bons payoffs et 2 cartes solides à défausser, à avoir en doublon, donc 4 dans le deck. Sinon, l'archétype ne sera pas jouable. Et je pense que même quand on aura tout ça, il sera low tier, ce sera pas un bon archétype parce que ce sera quand même un deck de sortie où bah, si vous faites la bonne sortie, occultiste oculaire, acolyte remplaçable sur 3 et re-occultiste oculaire, re-acolyte remplaçable sur 4, oui, effectivement, vous allez gagner des games. Mais déjà, c'est même pas sûr. Et voilà, c'est trop rare. Donc voilà, il manque énormément de cartes pour avoir un archétype défausse qui fonctionne. Donc en attendant, c'est absolument injouable. Et on va passer sur la suite. Donc je vous en parlais du Shogal, du fait que ça nous poussait un peu vers un archétype contrôle. Et bah là on a la suite de cet archétype contrôle. J'aurais peut-être dû organiser un peu mieux les cartes. Avec un sort d'ombre à 6 mana qui s'appelle Tentacule surnaturel. Inflige 3 points de dégâts à chaque serviteur, recommence avec un point de dégâts en moins. Donc ça inflige 3, puis 2, puis 1. Et si par exemple vous avez un spell damage, vous avez un petit Alnos on board, ça inflige 4, puis 3, puis 2, puis 1. 2 spell damage, ça inflige 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Donc là en l'occurrence ça fait 6 dégâts au total. Ça vous casse 2 fois votre œuf de Kélos, parce que ça inflige 3, donc ça vous casse un œuf, puis 2, puis 1, et ça vous casse un œuf, les deux puissants.
Donc c'est une bonne AOE, hein, c'est une très bonne AOE. Pour 6 mana, c'est très fort d'avoir ça. Ça va très souvent clear un board sur 6, ça va souvent clear un board sur 7 et 8. Sur 9 et 10, quand les colossaux vont commencer à arriver, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais enfin, même sur 8, parfois, il y a certaines classes qui invoquent déjà leurs colossaux, donc c'est compliqué. Ça inflige aussi vos serviteurs, donc par exemple contre un Ragnaros, c'est dur de faire ça, parce que vous allez infliger 5, donc ça va péter les deux appendices du Ragnaros, et ça va vous envoyer tout dans la gueule. Et après, le dernier dégât, il arrivera en bonus. Mais ouais, non, c'est une bonne AOE, ça va bien dans un archétype contrôle. Le problème, c'est que voilà, ce Shogal, en fait, j'ai trop du mal à comprendre pourquoi ces tentacules, enfin ces soldats, sont attachés à ce perso, en fait. Shogal est très contrôle, et les cartes de 7 sont très contrôle, mais les tentacules. Putain, j'arrête pas de dire les tentacules. Les bras de Shogal en eux-mêmes, les soldats de Shogal en eux-mêmes, sont très très orientés tempo, si ce n'est aggro. Donc j'ai un peu du mal à voir vers où va ce set. Et donc il nous reste une dernière petite carte de gestion qui est le Barou d'honneur de Rapham. Il y a des barous d'honneur, je sais pas si j'en ai parlé, mais chaque classe un peu a son barou d'honneur de son icône. Barou d'honneur de Rapham, c'est inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires et ça s'améliore à chaque tour. Je vois pas pourquoi c'est lié avec Rapham, je comprends pas pourquoi on parle de Rapham. Du coup c'est 3 mana, le sort a pas de type, bon tout ça on s'en fout, hein, des types de sorts en démoniste. Et en gros, si vous l'avez dans votre main, à la fin de chaque tour, ça va prendre plus un dégât. Donc 2, puis 3, puis 4, puis 5. Si vous l'avez dans la main de départ, tour 3, ça va envoyer 5. Et 2 inflige 5 pour 3 mana, c'est fort. Le problème, c'est que si vous le piochez après, ça va très souvent être de la merde, quoi. Ça va très souvent être de la merde parce que si vous le piochez, par exemple, tour 4, tour 4, infliger 2, c'est nul. Et tour 5, infliger 3, c'est nul. Tour 6, infliger 4, c'est nul. Tour 7, infliger 5, c'est nul. En fait, si vous le piochez trop tard, ça sera systématiquement moins fort que ce que l'adversaire peut vous poser comme board. Donc vraiment, j'aime pas cette carte, je la trouve pas très utile. Peut-être en one-off, si on voit que dans la méta, le but c'est de poser à chaque fois un ou deux gros tons, allez, en one-off. Mais sinon, en fait, j'ai l'impression qu'à moins que vous n'ayez cette carte en main de départ ou que vous la piochiez tour 1 ou tour 2, cette carte sera systématiquement late en fait sur ce que vous récupérez, sur ce que ça fait en fait. Vous aurez toujours trop peu de dégâts par rapport à ce que votre adversaire peut poser. Surtout, bon, on le note, mais c'est 2 serviteurs aléatoires. Donc si votre adversaire a genre 5 serviteurs, vous perdez 3 mana pour en gérer 2 au mieux. Parfois ça peut taper les cibles que vous voulez pas et tout. Donc non, je trouve cette carte vraiment très mauvaise. On nous montre ça à côté. Donc ok, ça coûte 3, ça coûte 6, mais vous ne le jouez pas sur 3. À moins de l'avoir en main de départ, vous ne le jouez pas sur 3. Et vous pouvez pas jouer une carte en 2 exemplaires pour l'avoir en main de départ. Ça marche pas comme ça. Donc je sais pas. Il y a une telle différence de puissance entre ces cartes que je comprends pas trop pourquoi ce barou d'honneur de Rapham existe. Mais voilà, c'est une carte qui a le mérite d'exister. Parfois vous la découvrirez, j'imagine. Si on joue toujours Elise, vous la découvrirez sur le lieu d'Elise, ça coûtera 0. Bon bah écoute. Pourquoi pas, mais bon, là, cette carte ne sera jamais mise dans un deck, évidemment. Et bien voilà, ce sera tout pour cette analyse des sets guerriers et démonistes. C'est la fin donc des analyses de sets qui ont accès à convocation, donc les méchants de l'histoire, hein, dans le lore. Je connais pas bien le lore, hein, évidemment, je répète ce que j'ai entendu sur des streams à droite à gauche, et sur la vidéo de présentation. Moi, honnêtement, guerrier, j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment très intéressantes. J'ai très envie de les jouer. C'est vraiment de la tempo que j'apprécie. Démoniste, beaucoup moins. Comme vous m'avez entendu le dire tout au long de la vidéo, je trouve les sets hyper incohérents. Et le design des cartes, en fait, les cartes sont anti-synergiques avec elles-mêmes. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon, voilà, c'est un set qui a l'air intéressant. Démo sera testé dans des archétypes plutôt contrôle et dans des archétypes plutôt tempo. Et je pense que les archétypes contrôle manqueront de tempo et les archétypes tempo manqueront de gestion et de contrôle. Donc on verra ça, mais il faut tester de toute façon, il faut tester. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce set vous plaît? Est-ce que mon analyse vous a convaincu? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je lis toujours tous les commentaires avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui regardent les vidéos, hein, sans commenter ni liker, qui sont abonnés aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Twitch presque tous les après-midi à partir de lundi, avec peut-être une petite baisse de rythme récemment là, parce qu'il va y avoir les playoffs, j'ai dit dans la dernière vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de l'Auberge, tous les liens sont en description évidemment. Et moi je vais vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, excellente soirée, et à la prochaine, salut.